Bonjour à tous, bienvenue. Merci beaucoup pour votre présence à ce nouveau webinaire organisé par le laboratoire Lorica. Donc, ce webinaire traite de la prise en charge naturelle des troubles ostéo-articulaires et le sujet sera traité par Maëva Men. Bonjour Maëva, je ne sais pas si tu es parmi nous, ça y est, tu es là? Bonjour Elodie, oui, je suis là. Et Bonjour bonjour à Maëva. tous. Alors, donc Maëva est naturopathe, Maëva est également iridologue, formée au Collège de naturopathie rénové et elle est également donc formatrice. Moi-même, je me présente Élodie Pérez, je suis conseillère commerciale au laboratoire Lorica de formation naturopathe. Donc, le déroulé du webinaire, donc dans un premier temps, je vais vous présenter assez rapidement le laboratoire Lorica. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, la plupart d'entre vous, je pense, nous connaissent. Ensuite, Maëva va nous présenter son sujet pendant une période de 1 heure, 1 heure et quart à peu près. Et enfin, vous aurez toute une période où vous pourrez poser vos questions et donc Maëva se fera un plaisir d'y répondre. Tout à fait. Donc voilà, vous verrez en bas, vous avez un onglet Q&R, questions et réponses. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire, on y répondra donc à la fin. Et donc, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, on répondra quoi qu'il en soit dans un second temps. Voilà, donc je vais vous partager donc mon écran. Voilà, alors, hop, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Voilà. Hop, je recommence. Voilà, ça y est. Alors, donc le laboratoire Lorica, qui sommes-nous? Donc, nous sommes un laboratoire de micronutrition qui a été créé il y a 30 ans, en octobre 1991. On propose donc 9 gammes de produits. Nous sommes un laboratoire français, un laboratoire indépendant, donc que ce soit dans la recherche et le développement, l'élaboration des mélanges, le conditionnement, les conseils clients et bien sûr la formation aux professionnels. Voilà, donc le fondateur, c'est Henri de Roissard. Henri de Roissard est un chercheur, ingénieur, qui est ingénieur en biochimie, en microbiologie, qui a passé toute sa vie à la recherche et qui a travaillé en particulier sur l'étude des bactéries lactiques. Donc, il a écrit 2 tomes de 1600 pages avec des recherches scientifiques très avancées sur les bactéries lactiques. C'est pourquoi il a créé le laboratoire Lorica, d'abord pour proposer des symbiotiques, donc des probiotiques avec de la micronutrition pour une rééducation du métabolisme. Et ensuite, il a développé donc toute une gamme de micronutrition voilà, qui continue à être développée à ce jour. Alors, quel est l'engagement? Quelles sont les valeurs du laboratoire Lorica? Déjà, c'est d'apporter une biodisponibilité optimale. On apporte uniquement des formes biodisponibles, biocompatibles, des formes acétate, bisglycinate, glycérophosphate, etc. Aucune forme délétère. Ensuite, on va s'intéresser à la qualité de l'ensemble de nos ingrédients et au sourcing de nos ingrédients. On va rechercher la meilleure qualité possible pour qu'il y ait la meilleure biodisponibilité possible. On va élaborer des formules qui sont extrêmement complètes, qui vont permettre une rééducation globale de l'organisme avec une cascade enzymatique, biochimique, etc., grâce à des principes actifs de base et de nombreux cofacteurs qui vont permettre une bonne assimilation, une bonne utilisation des principes actifs de base et qui vont permettre cette réaction en cascade. On est vraiment dans la rééducation physiologique de l'organisme avec des produits très complets. Les cofacteurs sont apportés dans des doses physiologiques qui ne stressent pas l'organisme. Nous sommes adhérents donc à Synadiet, le syndicat des compléments alimentaires de France, qui est un gage de qualité. On respecte un cahier des charges qui est très strict. Et enfin, nous avons des certificats pour nos oméga 3 pour garantir de la qualité environnementale et de la non-oxydation de nos huiles. Voici l'ensemble de la gamme Lorica. Donc, on a une gamme digestion et microbiote qui a été la première gamme de Lorica. Et puis, voilà, toute une gamme a été développée par Henri de Roissard et puis on a continué la suite. Le capital ostéo-articulaire dont on va parler aujourd'hui avec Maëva. Donc, n'hésitez pas individuellement à me contacter par email, par téléphone, si vous souhaitez que je vous présente cette gamme ostéo-articulaire ou d'ailleurs tout autre produit de Lorica. N'hésitez surtout pas. Nous avons également une gamme énergie et vitalité, stress et sommeil, immunité, la beauté, le côté cognitif, cardiovasculaire et on va également proposer des solutions pour les troubles urinaires.
Voilà pour l'ensemble de la gamme Norica pour une présentation rapide du laboratoire. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran et donc Maëva, je t'en prie, c'est à toi. Donc, pour ta présentation, on t'écoute avec une grande attention. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter justement qu'est-ce qu'on peut faire finalement en naturopathie, en médecine naturelle, pour accompagner les personnes qui souffrent de troubles osteoarticulaires. Donc, on va essayer de balayer des choses assez générales, mais en même temps qui peuvent parler vraiment à beaucoup, parce que c'est quelque chose de très, très large. Donc, je vais vous présenter ça. N'hésitez pas à poser des questions. Si je n'ai pas le temps de tout évoquer, on pourra en parler aussi à la fin, ou même à me contacter ou à contacter Elodie aussi suite au webinaire. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, je vais essayer de partager mon écran, qu'on puisse suivre tout ça ensemble. Alors. Normalement, ça doit être bon. OK. Alors, le programme, le menu du jour, le voici. Donc, on va faire quelques rappels d'anatomie et de physiologie, évidemment, qui sont assez indispensables pour la bonne compréhension du système ostéo-articulaire. Et puis, on va aborder des troubles qui reviennent souvent quand même en cabinet et que j'ai choisi en fonction de chaque tissu conjonctif qu'on va aborder. Et puis, évidemment, il y aura une partie assez importante sur les solutions naturelles qu'on pourra proposer. En introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, que les troubles ostéo-articulaires sont malheureusement souvent traités de manière symptomatique. Alors, c'est ce qui permet d'assurer un confort qu'il ne faut bien sûr pas négliger, mais on peut faire tellement plus. Donc, ça va être vraiment l'objectif de cette conférence. Les affections du système ostéo-articulaire sont très, très nombreuses. On en compte plusieurs centaines. Elles sont très hétérogènes. Elles ont des causes multiples et des mécanismes qui sont assez complexes et qui justifient assez bien l'accompagnement holistique, puisque dans la démarche holistique, on est vraiment dans la recherche de la cause et un accompagnement global afin de favoriser l'auto-guérison et l'auto-réparation du corps. Donc, pour comprendre un petit peu l'ampleur du phénomène ostéo-articulaire en France et dans le monde, je vous ai présenté quelques chiffres et comme vous pouvez le constater, les troubles ostéo-articulaires sont à la fois très courants et en même temps invalidants. Donc, c'est vraiment important de pouvoir apporter une réponse efficace et durable aux personnes qui viennent nous voir. Ces troubles ont des répercussions évidemment sur le sommeil, les activités professionnelles, les activités physiques et de loisirs, en sachant déjà que le taux de mortalité augmente de 50% environ lorsque la marche est limitée par ces maladies. Et on va retrouver aussi, bien sûr, des répercussions sur la vie de famille, la vie de couple et la vie intime. Au niveau de l'anatomie et la physiologie du système ostéo-articulaire, je vais vous demander de garder à l'esprit deux choses avant de commencer, deux petits points qui sont d'une importance extrême à mon avis. Le fait que la fonction précède la structure, puisque nous sommes construits de telle manière pour accomplir ce qu'on doit accomplir, c'est pour respirer que les côtes ont telle forme, pour avoir une circulation de retour optimale que les pieds ont telle autre forme. Ce ne sont que deux exemples, mais on pourrait faire tous les os de cette manière-là et on s'y retrouverait. Et la deuxième chose, c'est que le squelette est un tissu vivant. Alors c'est sûr, dans notre imaginaire, l'os est souvent considéré comme une structure plutôt statique parce qu'on l'associe plus facilement à des images de squelettes morts que vivants. Et pourtant, l'os est vraiment un tissu vivant qui est richement vascularisé, qui est en remodelage permanent. C'est ce qui va lui permettre de grandir chez l'enfant, de se réparer en cas de fracture et même de s'adapter aux contraintes auxquelles il peut être soumis, alors en particulier chez le sportif, mais pas seulement, chez tout le monde. Et c'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir une action en naturopathie. Donc en agissant sur la fonction, on va agir sur la structure, tout en s'appuyant sur la vitalité, c'est-à-dire sur les forces d'auto-guérison et d'auto-réparation de l'organisme. Donc le squelette comprend les os, les cartilages, les articulations, les tendons et les ligaments. Jusque-là, pas de scoop, mais c'est important de le rappeler. Donc en plus de son rôle mécanique et de protection qu'on les connaît tous, l'os aussi a un rôle synthétique puisqu'il va produire les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, et métabolique puisqu'il est le réservoir de minéraux alcalins qui vont servir à réguler le système acido-basique, l'équilibre acido-basique. Donc, pour rappel, le tissu osseux est un tissu conjonctif, c'est-à-dire qu'il est constitué de cellules qui sont séparées entre elles par une matrice. Et ces cellules qu'on appelle les fibroblastes élaborent des fibres qui vont former la matrice qui les entoure. Donc on va y retrouver les ostéoblastes pour l'os, les chondroblastes pour le cartilage et les odontoblastes pour la dent. Donc en fait, le tissu conjonctif, c'est un tissu savant où circulent beaucoup d'informations.
c'est un tissu connectif. Donc, voici les points qu'on va aborder pour parler de ce tissu. Au niveau de la structure de l'os, on peut retenir qu'il y a deux types d'os, l'os spongieux et l'os compact. Donc l'os spongieux, c'est vraiment celui qui a une structure en nid d'abeille. Il est beaucoup plus vascularisé que l'os cortical, puisque ses travées permettent la circulation directe des nutriments et des déchets vers et depuis les cellules de l'os. Et c'est ce qui permet aussi à ce type d'os de se renouveler environ 5 fois plus vite que l'os cortical. Comme il est plus vascularisé, il est aussi plus sensible au métabolisme hormonal et c'est ce qui explique pourquoi il est la première cible de l'ostéoporose après la ménopause, au niveau des vertèbres notamment, puisqu'elles sont constituées de tissus spongieux. Et on a aussi l'os compact, que j'appelle le chêne, vous allez comprendre pourquoi juste après, qui est plus sensible aux carences nutritionnelles, qui vont faire partie des principales causes de l'ostéoporose liée à l'âge. L'ostéon, eh bien, c'est l'unité structurale de l'os. En fait, ce sont des cylindres creux qui sont composés de matrices osseuses et qui sont placés les uns dans les autres en couches concentriques, comme les anneaux de croissance d'un tronc d'arbre de notre chêne, par exemple. Et le centre de chaque ostéon forme un canal où passent les nerfs et les vaisseaux sanguins qui vont desservir les cellules de l'ostéon. Donc, vous pouvez voir également que l'os est entouré du périoste qui contient deux couches. On a une couche externe qui est dure et fibreuse qui va vraiment protéger l'os et une couche interne qui contient notamment des cellules souches qui vont servir au maintien et au remodelage des os. Alors, basiquement, pour faire simple, la matrice osseuse est constituée de protéines et de minéraux qui vont se distinguer en deux fractions, donc une fraction organique et une fraction inorganique. Dans la partie organique, on va retrouver du collagène de type 1 et des protéines matricielles. Le collagène, en fait, c'est une protéine qui va être formée et associée à d'autres protéines pour donner une trame osseuse qui sera ensuite minéralisée. Et les protéines matricielles, elles vont œuvrer à la minéralisation de l'os. Alors, on va trouver par exemple l'ostéocalcine, l'ostéopontine, la phosphatase alcaline, etc. Et ce qu'on peut déjà noter, c'est que ces protéines matricielles vont être stimulées par le calcitriol, c'est-à-dire la vitamine D active. Dans la matrice inorganique, on va retrouver donc principalement des cristaux d'hydroxyapatite qui vont favoriser les dépôts de minéraux. Et c'est grâce aux sels minéraux que les os vont subsister aussi longtemps après la mort. En fait, ce sont eux qui expliquent la caractéristique la plus évidente de l'os, à savoir sa dureté, qui lui permet de résister à la compression. Et pour mieux visualiser la partie organique et inorganique de la matrice, vous avez peut-être déjà fait l'expérience de tremper des os dans du vinaigre. Alors ils deviennent mous, puisque l'acidité a rongé les minéraux. Et si par contre vous soumettiez les os à de la chaleur, à un feu, eh bien ils devenaient légers et cassants, puisque les protéines avaient été détruites et il ne restait plus donc que les minéraux. Et c'est d'ailleurs la combinaison parfaite entre les éléments organiques et inorganiques dans la matrice qui permet à l'os d'être extrêmement durable et résistant sans pour autant devenir cassant. Quand on compare l'os à de l'acier, il est moitié moins résistant à la pression, mais par contre, il est tout autant résistant à la tension. Donc, les cellules osseuses, les voici. Alors, ce sont des cellules qui sont incapables de mitose, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se diviser elles-mêmes. En fait, elles proviennent de cellules non différenciées qui vont se différencier en ostéoblastes ou en ostéoclastes selon la lignée mère et selon les messages qui sont envoyés par l'organisme. Donc, ces messages sont principalement sous le contrôle d'hormones et de cytokines qui induisent des facteurs de transcription, mais ils sont aussi sous le contrôle de facteurs locaux qui peuvent être synthétisés par les cellules osseuses elles-mêmes. J'ai fait des petites fiches d'identité pour chaque cellule pour que ce soit bien clair. En gros, donc l'ostéoclaste, c'est le destructeur. Les ostéoclastes, comme vous pouvez le voir sur le schéma, ils ont de nombreux noyaux. Alors là, il y en a 4, mais il peut y en avoir 30 sans problème. Parce qu'en fait, ils viennent de monocytes qui ont fusionné. Donc, ça veut dire qu'ils sont aussi intimement liés au système immunitaire. Et ils vont venir s'amarrer à l'os et libérer des acides, donc des protons, H+, pour dissoudre les minéraux, c'est-à-dire la partie inorganique. Et ils vont aussi libérer des enzymes, les protéases, pour dissoudre le collagène et les autres protéines, c'est-à-dire la partie organique de la matrice. Hop-là. Donc, vous voyez ici le cycle de l'ostéoclaste. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pour que vous ayez l'info. Il y a juste l'image du microscope là, que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on voit la lacune qui a été creusée par l'ostéocyte, la petite boule qui sort, qui est plus lumineuse. Et voilà, ça rajoute un petit peu de vie aussi et de compréhension à l'exposer. Ensuite, on va avoir, dis donc, ça passe très vite, l'ostéoblaste qui est le producteur. Alors, l'ostéoblaste va recevoir des messages de l'organisme et y répondre. Donc, il va recevoir plusieurs messages, des hormones, des cytokines, mais aussi des stimuli mécaniques.
Et en fonction des messages qu'il reçoit, l'ostéoblaste va produire des protéines matricielles structurales, comme le collagène, ou des protéines fonctionnelles qui vont agir localement pour le contrôle du remaniement osseux, pour la minéralisation, pour l'ancrage de l'ostéoclaste, etc., etc., vraiment pour la vie du tissu osseux. Et vous pouvez voir dans la slide suivante les études scientifiques qui ont mis en évidence ces différents facteurs et leur implication. Donc, si jamais ça vous dit de creuser le sujet, voilà des références qui pourraient vous servir. L'ostéocyte, c'est notre régulateur. En fait, 10 à 20% des ostéoblastes vont venir donc former de la matrice et s'enfermer dans cette matrice osseuse pour devenir des ostéocytes. Leur durée de vie est particulièrement longue, on peut compter voire plus de 25 ans, voire même la durée de vie de l'os. Cette cellule va posséder diverses fonctions, alors notamment celle d'assurer la transmission d'informations aux cellules osseuses pour réguler le remodelage osseux, mais aussi de réguler les échanges calciques entre le tissu osseux et le sang, et donc de participer à l'équilibre acido-basique. Les ostéocytes, ils sont reliés entre eux par un réseau de canaux qu'on appelle les canalicules, et ils peuvent communiquer de façon directe comme un relais, ou bien ils peuvent aussi communiquer par l'intermédiaire d'hormones, de cytokines et de facteurs de croissance. En fait, les ostéocytes, ce sont des cellules qui sont sensibles aux contraintes mécaniques qu'on exerce sur l'os et ils vont réguler l'activité des ostéoblastes et des ostéoclastes en fonction de ce qu'ils ressentent via la production d'une protéine qui s'appelle la sclérostine. Et la sclérostine est régulée par la parathormone, donc la PTH, qui va inhiber la formation de l'os. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce qu'en fait, on va voir tout à l'heure combien le mouvement est indispensable à la bonne santé du système ostéo-articulaire. Et dans ce cas précis, le mouvement va inhiber la production de sclérostine, mais aussi évidemment apporter tout ce que l'activité peut apporter, c'est-à-dire la viabilité des cellules et des ostéocytes en particulier, en permettant l'échange en oxygène et en nutriments dans les canalicules. L'ostéocyte exprime beaucoup de TGF-bêta qui sont des facteurs de réparation tissulaire, ce qui va avoir un impact sur le remodelage osseux. Mais lorsque l'ostéocyte vieillit, il exprime de moins en moins ce TGF-bêta et il va exprimer de plus en plus de rank L et le MCSF qui vont œuvrer respectivement pour la différenciation des ostéoclastes et leur stimulation. Donc ça va augmenter la résorption osseuse. Le remaniement osseux, en fait, c'est un cycle de dépôt et de résorption permanent de matière osseuse. Le tissu osseux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est vraiment très actif, il est très dynamique et l'architecture des os est continuellement modifiée. Chaque année, on estime qu'on recycle environ 3 à 4% d'os cortical et 15 à 20% d'os spongieux. Et on estime aussi que chaque jour, il peut entrer ou sortir des os environ 500 mg de calcium. Pour que le remaniement osseux se passe bien, évidemment, il faut que le rapport entre l'activité des ostéoblastes et celle des ostéoclastes soit équilibré. Et cet équilibre est modulé par de nombreux systèmes qui sont extrêmement complexes et qui font intervenir de nombreux organes, donc la thyroïde, les parathyroïdes, les reins, les intestins, etc. Et il fait également intervenir les ostéocytes qui vont libérer des facteurs spécifiques pour assurer l'équilibre calcique et acido-basique du corps humain. Et dans l'ostéoporose, eh bien, cet équilibre est rompu et l'os se résorbe petit à petit. Donc, vous voyez aussi détailler les différentes phases du remodelage osseux. Il faut savoir qu'en conditions normales, ce cycle dure environ 3 mois chez l'adulte, en sachant que la phase de formation est plus longue que celle de résorption. Pendant la croissance, la formation osseuse excède la résorption. Et c'est ce qui explique les besoins importants en protéines et en minéraux chez les enfants et les adolescents. Et pendant la croissance, on estime aussi que l'os d'un enfant serait complètement renouvelé chaque année. Au contraire, dans les cas de déminéralisation, comme dans l'ostéoporose, l'activité des ostéoclastes est bien supérieure. Et donc, on a une perte osseuse. Le pic de masse osseuse, en fait, il correspond à la fin de la croissance de l'os. Donc, il est atteint à la fin de l'adolescence. Et vous pouvez voir sur le graphique qu'en moyenne, les femmes perdent environ 40% de leur masse osseuse au cours de leur vie et les hommes 25%. Donc, ça veut dire que sans alimentation ou sans activité adaptée, sans alimentation adaptée évidemment, les os des femmes vont fondre quasiment de moitié entre l'adolescence et la fin de leur vie. Le pic de masse osseuse, c'est vraiment le moment où la structure de l'os est la plus forte et plus ce pic est faible, et bien plus la personne aura des risques de développer de l'ostéoporose. Donc il peut être affaibli pour plusieurs raisons, comme indiqué sur la diapo. Donc j'espère que vous avez pu comprendre avec ça que l'ostéoporose, c'est vraiment une maladie qui creuse son lit dans l'enfance. Et il y a vraiment des choses à mettre en place dès l'enfance
pour assurer un bon capital osseux à vie. Et les règles d'hygiène de vie, les bonnes habitudes se prennent dès l'enfance. Mais après, il n'est jamais trop tard. Donc les mécanismes du remaniement osseux, eh bien, ils sont multiples. On va avoir, on va dire, 3 secteurs, des facteurs locaux, des facteurs systémiques, notamment via les hormones, et des facteurs hygiéniques ou environnementaux par l'alimentation et le mouvement. Donc on va passer en revue tout ça. Les facteurs locaux, alors j'ai choisi de faire un zoom sur le système RANK-L, RANK-OPG. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, pour faire simple, les ostéoblastes vont synthétiser un ligand qu'on appelle le RANK-L, L pour ligand, et qui va venir activer le récepteur RANK des préostéoclastes pour les différencier en ostéoclastes matures. Et ça va aussi leur permettre de prolonger leur durée de vie en inhibant l'apoptose, donc la mort naturelle de la cellule. Mais les ostéoblastes, ils vont aussi produire de l'ostéoprotégérine, OPG, qui va venir inhiber la différenciation des ostéoclastes. En fait, OPG vient se lier au ligand RANK, ce qui l'empêche de se fixer à son récepteur, le récepteur RANK, et donc d'induire la différenciation ou l'activation des ostéoclastes. Et c'est le ratio entre RANK, L et OPG, donc les ligands RANK et l'OPG, qui va contrôler la résorption ostéoclastique. Si l'OPG diminue, on va se retrouver face à une ostéoporose plus ou moins sévère parce qu'il va y avoir une résorption excessive. Et inversement, si l'OPG est en excès, alors il y aura ce qu'on appelle une ostéopétrose, qu'on connaît aussi sous le nom des os de marbre et qui est due à une résorption insuffisante. Alors vous voyez dans le petit tableau les régulateurs du système RANK-OPG. Donc vous pouvez voir notamment que l'inflammation va favoriser la dégénération osseuse, ainsi que l'usage prolongé des corticoïdes. On voit que la vitamine D active est un véritable régulateur et que les oestrogènes protègent l'os de la résorption. Au niveau des facteurs systémiques, eh bien, on va retrouver nos hormones. On va commencer par les hormones calciotropes. Donc, comme vous le savez, le calcium est impliqué dans de nombreux métabolismes et les os doivent pouvoir répondre rapidement à une évolution du taux de calcium sanguin. Pour ça, on peut compter sur les hormones calciotropes. En fait, ces hormones, elles vont venir moduler le remodelage osseux, soit directement, soit en modifiant la synthèse des facteurs locaux. Donc, elles interviennent dans le maintien de l'homéostasie phosphocalcique grâce à 3 organes, l'intestin, le rein et évidemment l'os. Et donc, les principales hormones calciotropes, ce sont la parathormone et la calcitonine qui vont agir en synergie avec la vitamine D. Donc, la PTH agit sur les ostéoblastes en les bridant via un récepteur cellulaire et elle a aussi un effet indirect puisqu'elle va induire la synthèse de certains facteurs locaux comme l'interleukine 6 ou l'IGF. Et la calcitonine, elle va aussi inhiber elle va aussi inhiber une cellule, mais elle va inhiber les ostéoclastes. Donc, elle inhibe la résorption osseuse. Je vous mets en garde par rapport à l'hyperthyroïdie et à l'hyperparathyroïdie, qui peuvent donc être des causes d'ostéoporose ou de perte osseuse. Dans le cadre de l'hyperthyroïdie, en fait, on a une augmentation du métabolisme. Et on peut se retrouver face à une perte osseuse qui est liée à un hyper-remodelage osseux, puisque la résorption va être plus rapide au final que la construction. Dans l'hyperparathyroïdie, on va avoir une augmentation de l'hormone parathyroïdienne, donc la parathormone, et donc une augmentation de la calcémie, du taux de calcium dans le sang, et donc une perte osseuse qui va être liée à un excès de résorption osseuse. Alors la vitamine D, bon, c'est une hormone qu'on connaît assez bien généralement et qui joue également un rôle dans la régulation calcique. Donc je vous ai mis tous les petits noms de sa forme active, comme ça on est tous d'accord, on sait de quoi on parle. Donc la vitamine D active a vraiment beaucoup de fonctions. Elle est indispensable à la minéralisation osseuse. En fait, en cas de carence, la trame n'est pas suffisamment minéralisée, ce qui va entraîner du rachitisme chez l'enfant, de l'ostéomalacie chez l'adulte, c'est la même chose, et bien sûr un risque accru de fracture chez ces personnes. Elle permet aussi la conservation de la masse musculaire, qui est vraiment déterminante dans la circulation sanguine, dans l'alimentation cellulaire du coup, mais aussi plus simplement dans le mouvement. La vitamine D aussi, c'est une grande modulatrice de l'inflammation. Elle va réduire les phénomènes de résorption osseuse et de fonte musculaire, que ce soit lors des maladies à composantes inflammatoires, qui sont quand même nombreuses, ou bien liées à l'âge. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la vitamine D a vraiment une action globale. Elle se lie à des récepteurs cellulaires qu'on appelle les VDR, qui sont présents dans presque toutes les cellules de l'organisme. En fait, ces récepteurs, ce sont des récepteurs nucléaires qui permettent à la vitamine D, au calcitriol,
d'avoir une action sur le génome. Donc, elle a vraiment un rôle très important à jouer dans tous les tissus et dans tous les systèmes. En ce qui concerne les cellules osseuses, elle stimule l'expression de nombreux gènes des ostéoblastes, ce qui va permettre la synthèse des protéines matricielles, donc la phosphatase alcaline, l'ostéocalcine, etc., ou même le collagène de type 1. En fait, elle va permettre la synthèse de tous les produits qui vont participer à la formation de l'os. La vitamine D active, elle est produite à partir d'un dérivé du cholestérol, le 7-déhydrocholestérol, et ce précurseur est activé grâce à l'exposition de la peau aux rayons UVB du soleil, ce qui amène au cholécalciférol, qui est encore inactif. Mais pour que la vitamine D devienne active, elle doit subir deux transformations qui sont des hydroxylations, donc une dans le foie en 25 et une dans le rein en 1. Le 25, en fait, le 25 hydroxyvitamine D, enfin cholécalciférol, c'est le métabolite de la vitamine D qui est mesuré dans les analyses et c'est aussi celui qu'on retrouve souvent dans les compléments. Mais la forme active de la vitamine D, sa forme finale, c'est la 1,25-dihydroxycholécalciférol ou plus simplement le calcitriol. Donc pour qu'elle soit justement active et effective, il faut penser à s'exposer au soleil, ok, alors de manière raisonnable, on est d'accord, mais il faut aussi penser à la bonne santé du foie et des intestins. Et ça, c'est vraiment important lors de nos bilans. Au niveau des autres hormones, donc on va retrouver les hormones sexuelles, testostérone et oestrogène, qui vont servir à maintenir les structures osseuses tout au long de la vie. Donc ce sont elles qui vont stimuler la fermeture des métaphyses, de telle sorte que la croissance en longueur des os s'arrête, alors que les os peuvent encore gagner en épaisseur tout au long de la vie. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, généralement, les hommes sont plus grands que les femmes, comme la puberté masculine survient généralement encore plus tard que la puberté féminine, eh bien, les os des garçons ont plus de temps pour grandir. Les oestrogènes, ils vont être responsables, eux, de la plus grande largeur du pelvis féminin, qui va se développer pendant la puberté, mais aussi du maintien de la masse osseuse chez la femme adulte. Les oestrogènes, ils stimulent vraiment la formation osseuse et ils vont inhiber la résorption. Ils se lient aux récepteurs des cellules osseuses et ils régulent aussi l'expression de nombreux gènes. Donc la chute du taux d'oestrogène au moment de la ménopause va exposer davantage la femme au risque de fracture selon son terrain. Alors l'idée de terrain, c'est toujours l'idée importante à observer parce qu'on ne va pas accompagner de la même manière des femmes en ménopause, mais dont les terrains sont différents. Pour vous donner une petite astuce vraiment rapide, parce que j'imagine que de toute façon, vous avez déjà vu ça aussi lors de vos formations, mais les femmes qui ont un IMC bas auront plus de risques de développer une ostéoporose qu'une femme qui est en surpoids. Déjà, ça pourrait être lié à son terrain neuroarthritique, mais ça, c'est à confirmer par les différents bilans, parce que ça ne peut pas être une certitude. L'IMC n'est pas un critère déterminant. Mais c'est surtout en fait parce que les cellules graisseuses contiennent une enzyme qu'on appelle l'aromatase et qui est impliquée dans la production d'oestrogènes. Et à la ménopause, le tissu adipeux continue de fabriquer ces oestrogènes et donc de maintenir un climat oestrogénique plus ou moins équilibré d'ailleurs et qui mériterait parfois d'être accompagné aussi. Mais ça, ce sera le thème d'un autre webinaire, j'imagine. Donc voilà, attention toujours au terrain. On va aussi trouver d'autres facteurs systémiques. Alors, toujours nos cytokines pro-inflammatoires qui, en résumé, vont booster les ostéoclastes et donc la résorption osseuse. Donc, on fera toujours attention à la modulation de l'inflammation. Et puis, on va trouver aussi d'autres facteurs, comme par exemple la leptine, qui est notre hormone de la satiété. Au niveau des facteurs hygiéniques, environnementaux, on va avoir le mouvement. Je vous ai parlé de la gravitation. Alors, vous savez sans doute pourquoi les astronautes suivent un programme strict d'activité physique quotidienne quand ils partent en mission. En fait, c'est parce qu'en apesanteur, la contrainte mécanique de la gravité sur les os et sur les muscles disparaît. Donc, les astronautes ne supportent plus le poids de leur corps. Et il s'ensuit une perte de masse musculaire et de densité osseuse, puisque les os sont moins sollicités et ils se détériorent. En fait, c'est comme si à chaque retour sur Terre, il y a plusieurs kilos de masse musculaire et de masse osseuse qui s'étaient évaporés dans l'espace, littéralement. Donc, ce phénomène, en fait, nous indique vraiment que le simple fait de vivre sur notre planète, de se déplacer, de porter des sacs de course, je ne sais pas moi, de monter des marches, de marcher, etc., va contribuer au maintien d'un os épais et en bonne santé. Et ce sont vraiment les contraintes mécaniques qui sont exercées sur l'os qui le renforcent. La traction des muscles, en fait, c'est ce qui explique aussi l'absence de relief des os sur le fœtus ou bien l'atrophie des os des personnes qui sont immobilisées au lit, puisque dans ces cas, les os ne subissent aucune contrainte.
Porter des poids, c'est vraiment un exercice qui va stimuler l'épaississement de l'os, qui va le solidifier et le rendre moins susceptible de se fracturer. Alors qu'au contraire, le manque d'exercice va produire l'inverse, il va rendre l'os plus léger, plus fragile. Basiquement, c'est ce qui explique aussi pourquoi mâcher des aliments crus, donc qui sont plus durs, va renforcer la mâchoire et les dents. Comme je vous l'ai dit, la fonction précède la structure. Donc si on s'en sert, la structure s'adapte. Contrairement au mécanisme hormonal, ce type de régulation va viser les besoins du squelette lui-même, puisqu'il va renforcer les os aux endroits où ils subissent de fortes contraintes. Donc ça revient vraiment à dire que l'anatomie d'un os reflète vraiment précisément les contraintes qui lui sont appliquées. Donc si vous avez à retenir quelque chose de cette diapo, c'est que les forces mécaniques indiquent qu'il doit y avoir un remaniement, et en fonction des forces, le système hormonal détermine si un changement de concentration du calcium sanguin doit entraîner ce remaniement. Et donc, importance de l'activité physique, plus, mais ça c'est pareil, on y reviendra. L'alimentation aussi est importante pour la bonne santé du système ostéo-articulaire, évidemment. Alors les protéines, pourquoi les protéines? Eh bien, on l'a vu, l'os c'est avant tout un tissu conjonctif qui est formé d'une trame protidique qui va se calcifier, se minéraliser pour devenir rigide. C'est ce qui explique le rôle vraiment fondamental que jouent les protéines dans le maintien de la santé osseuse. Alors attention, parce que apporter des protéines, c'est bien, des protéines de qualité, c'est mieux, mais si en plus on les digère bien, c'est encore mieux. Donc, il faudra faire un point aussi sur la mastication et sur l'acidité gastrique qui sont vraiment nécessaires à la digestion des protéines. Il existe aussi 3 vitamines et 3 minéraux qui sont particulièrement impliqués dans la santé de l'os. On va trouver principalement la vitamine C, D et K, le calcium, le magnésium et le zinc. En fait, ces nutriments sont utilisés pour former le collagène osseux et pour la minéralisation de l'os. Dans les oligo-éléments que je vous ai cités, en fait, ils sont tous importants parce qu'on s'est rendu compte qu'une carence en un seul de ces oligo-éléments avait des répercussions sur la santé osseuse de manière plus ou moins directe. Alors, les pathologies osseuses, voilà, elles sont nombreuses. On ne va pas s'attarder sur toutes. De toute façon, ce n'est pas le but de la manœuvre, encore moins de la naturopathie. Pour faire simple, pour faire la distinction entre l'ostéoporose et l'ostéomalacie, l'ostéoporose, c'est la perte de trame osseuse, qui va donc entraîner une perte de minéralisation osseuse. C'est d'abord la trame qui est touchée, alors que l'ostéomalacie, c'est une perte en minéraux. Donc, quelques idées reçues pour présenter l'ostéoporose. Alors, l'ostéoporose ne concernerait que les femmes, elle serait due aux carences en calcium. Les laitages préviendraient l'ostéoporose et le vieillissement et la génétique la rendraient fatale dans le sens inexorable. Les conséquences de l'ostéoporose sont multiples et peuvent être assez graves. On estime qu'une fracture toutes les 30 secondes en Europe serait liée à l'ostéoporose. Les mécanismes de l'ostéoporose, alors pour bien les comprendre, donc, il s'agit d'une altération de la qualité de l'os associée à une diminution de la quantité d'os et ça augmente le risque de fracture. Donc, en fait, on n'est pas sur une pathologie, mais on est sur un facteur de risque. Par analogie, le fait de fumer, c'est aussi un facteur de risque, mais ce n'est pas une pathologie. L'ostéoporose n'est pas une maladie, mais ça peut entraîner des accidents ou des choses qui sont plus embêtantes, comme le fait de fumer peut entraîner un bon nombre de pathologies aussi. Et les principales localisations de l'ostéoporose, alors ce sont les vertèbres pour lesquelles on parle plutôt de fractures-tassement et qui sont plutôt à mettre en lien avec l'équilibre hormonal, et aussi le col du fémur, pardon, plutôt à mettre en lien avec les carences nutritionnelles. Donc on diagnostique environ 56 000 fractures-tassements par an. On en estime dans la réalité 150 000 et 75 000 fractures du col du fémur chaque année. Donc c'est quand même important de le prendre en compte. Les facteurs de risque de l'ostéoporose, alors ils sont multiples. Au niveau de la génétique, on se rend compte que l'ostéoporose répond souvent à une prédisposition familiale, donc il y a génétique et hérédité, parce qu'on a aussi une hérédité culturelle, c'est-à-dire sur la manière de s'alimenter, la manière de bouger, etc. C'est aussi à prendre en compte. Mais même si la génétique crée un terrain favorable, ça va surtout nous permettre de mettre en avant cette fragilité et de pouvoir agir en prévention. On va voir aussi évidemment le stress, puisque c'est le facteur le plus acidifiant qu'on connaît pour l'organisme, il est 300 à 400 fois plus acidifiant que peut l'être l'alimentation. Ça va générer un déséquilibre acido-basique et donc une déminéralisation. Il y a d'ailleurs de nouvelles recommandations qui sont apparues il n'y a pas si longtemps,
suite à une étude finlandaise, en fait, qui ont mis en avant que la bonne humeur et le bien-être moral étaient indispensables au maintien d'une bonne densité osseuse, puisqu'ils se sont rendus compte que les femmes ménopausées avaient une perte de densité osseuse 50% plus importante si elles étaient victimes de dépression. Bon, la sédentarité, j'y reviens pas. Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. L'alimentation, alors l'alimentation, ça va être sur plusieurs facteurs en fait. On va avoir l'excès de sel, on va avoir la consommation d'aliments pro-inflammatoires, les aliments industriels raffinés, trop concentrés, etc. Des carences en fruits ou en légumes ou en protéines selon les profils. Et une alimentation aussi qui peut favoriser un terrain acide qui va lui-même favoriser la fuite des minéraux et empêcher la fixation du calcium. On va avoir aussi des carences. Alors, l'alcool, un petit mot quand même sur l'alcool, parce que c'est quand même intéressant de savoir, c'est quand même la première cause alimentaire d'ostéoporose chez l'homme. En fait, l'alcool, il agit à la fois sur la déminéralisation osseuse et forcément sur le risque de chute. Donc, il est directement toxique pour les ostéoblastes et il va aussi créer des carences nutritionnelles en vitamines, en protéines, en perturbant la digestion, en fait, et puis aussi en diminuant l'appétit. Et on observe ces effets-là à partir d'une consommation de 50 grammes d'alcool par jour, donc c'est un petit peu plus de 2 verres. Et chez les personnes alcooliques, le risque de fracture du col du fémur est multiplié par 5. Le tabagisme, alors lui, bon, on peut le retrouver sans doute dans presque toutes les pathologies actuelles. Fumer, c'est évidemment un facteur favorisant. En fait, le tabagisme, il va agir sur la synthèse du collagène en intervenant sur le métabolisme des ostéoblastes. Donc, il a le même rôle délétère sur l'os que sur la peau, sauf que sur la peau, c'est visible. En fait, il accélère le vieillissement et la formation de rides, on pourrait dire, de rides de l'os pour nos os. Le tabac aussi diminue l'absorption du calcium. Il y a aussi d'autres mécanismes qui sont encore mal connus ou pas encore tout à fait mis en évidence. Mais quoi qu'il en soit, il est prouvé que l'ostéoporose est plus fréquente chez les gros fumeurs. Le risque de fracture du col du fémur est multiplié par 1,5, je crois que c'est quelque chose comme ça, et les vertèbres par 3 en cas de tabagisme. On a la prise de soda aussi parce qu'ils contiennent de l'acide phosphorique qui va augmenter l'acidité générale et donc la résorption osseuse. Et puis certains médicaments qui vont favoriser l'ostéoporose ou bien le risque de chute. Donc en gros, on a 3 types d'ostéoporose. Une ostéoporose liée à la ménopause, une ostéoporose liée à l'âge et une ostéoporose qu'on appelle secondaire qui va être la conséquence de maladies ou de traitements médicamenteux. Je pense qu'on ne va pas forcément trop rentrer dans les détails de chacune, mais c'était vraiment pour que vous ayez l'idée. Donc, je vous ai laissé les diapos aussi pour que vous ayez l'information. Je ne vais pas forcément rentrer dans les Alors, tu détails as à chaque encore fois. une bonne demi-heure, donc n'hésite pas. Hein. Oui, Voilà. après, il y a le système articulaire aussi, et du coup, D'accord. je me dis, bon, Ok. je vais en parler un peu, mais je vais pas vous noyer sous les détails. Au niveau donc des oestrogènes, en fait, ils ont un rôle extrêmement important dans l'homéostasie du calcium et à tous les niveaux, en fait, dans le remodelage osseux. Donc, et vous voyez d'ailleurs sur la dernière ligne qu'ils interviennent aussi dans l'équilibre du ratio OPG-RANK-L. Donc, ça peut être vraiment intéressant de le garder à l'esprit. Pour les ostéoporoses liées à l'âge, donc comme je vous l'ai dit, on est plus sur une ostéoporose liée à des carences nutritionnelles ou bien une diminution de la fonction rénale et un déséquilibre acido-basique assez important. Dans le cas des ostéoporoses secondaires, donc on va retrouver l'usage de cortisone, l'alitement qui est prolongé. Alors si en plus on cumule les deux, c'est pas terrible non plus. L'anorexie mentale et les restrictions alimentaires excessives, on le retrouve en fait parfois, j'ai pas envie de dire de plus en plus parce que ça dépend aussi, mais on le retrouve quand même chez certaines jeunes filles qui, pour vouloir perdre du poids, se mettent dans des activités physiques très très fortes, très difficiles, et en même temps ne mangent presque pas. Donc là, elle favorise vraiment ce terrain-là, sachant que justement, on est à ce moment-là dans la génération d'un pic de masse osseuse favorable au bon maintien d'une santé ostéo-articulaire. Un facteur qui doit vraiment vous alerter aussi, c'est les aménorrhées, parce que c'est vraiment le signe qui invite à prendre en considération tout ça. On a l'hypochloridrie gastrique, dont je vous ai déjà parlé aussi, certaines maladies, l'excès de sport, et puis certains médicaments.
Avant de passer aux solutions, je vais quand même vous présenter l'autre partie du système ostéo-articulaire, donc les articulations. Alors, les articulations, elles sont classées en plusieurs types que vous pouvez voir là. Nous, on va surtout s'intéresser aux articulations synoviales. En fait, les articulations synoviales, elles possèdent toute une cavité articulaire qui est entourée d'une membrane synoviale et qui est renforcée par des ligaments. Les extrémités des os sont couvertes de cartilage articulaire et la cavité articulaire contient le liquide synovial. Donc, vous pouvez voir ici toutes les définitions. Si je dois ajouter quelques petits mots, la synoviale, c'est donc la membrane qui tapisse la capsule articulaire. Et elle est très riche en vaisseaux sanguins et en vaisseaux lymphatiques aussi. Et elle est riche en ramifications nerveuses. Donc elle est vraiment extrêmement fine. Elle ne dispose pas de membrane basale, c'est ce qui va permettre des échanges rapides entre le sang et le liquide synovial. Et le liquide synovial, ou la synovie, c'est le lubrifiant de l'articulation, mais pas que. En fait, c'est très résumé de dire ça, puisque c'est aussi le système de nettoyage et d'alimentation de l'articulation. C'est ce liquide qui va digérer les débris qui sont liés au renouvellement cellulaire et à l'usure des tissus. Et c'est un liquide qui est complètement dépassé, en fait, en cas de pathologie articulaire. Alors, vous avez déjà peut-être entendu parler d'un épanchement de synovie, c'est en fait une inflammation de la synovie. Et quand la synovie nettoie les débris, elle va libérer des molécules inflammatoires. Donc, parfois, on trouve aussi un ménisque, notamment dans le genou, qui est une petite structure cartilagineuse qui vient servir d'amortisseur et qui va aussi guider l'os en fait, l'un par rapport à l'autre pour une bonne mobilité. Il faut savoir que chaque élément de l'articulation peut être affecté. Nous, on va faire un petit zoom sur le cartilage. En fait, au départ, notre squelette n'est formé que de cartilage et de membrane fibreuse. Et pendant la croissance, ce cartilage laisse place aux os. Et les quelques cartilages qui restent dans le squelette adulte se trouvent principalement, au fond, dans les régions qui ont besoin de plus de souplesse. Et quelque chose qui est très important à garder à l'esprit, c'est que le métabolisme du cartilage est lent et il met vraiment beaucoup de temps à se reconstruire. Donc, il existe 3 types de cartilage et en fait, c'est la nature des fibres, leurs proportions et leur position qui vont les différencier. On trouve dans le cartilage des chondroblastes, dont la prolifération aboutit à la croissance du cartilage. On trouve aussi une matrice extracellulaire qui est entourée par le périchondre, donc l'équivalent du périostome mais pour le cartilage. Et ces cellules peuvent aussi se différencier en chondroblastes. Donc les chondroblastes synthétisent et sécrètent des précurseurs du collagène de type 2 et d'autres composants aussi de la matrice extracellulaire. En fait, c'est un tissu qui n'a pas de nerfs. Alors, c'est une bonne chose, vu sa fonction et vu les pressions qu'il doit parfois supporter, mais il est aussi sans vaisseau, ce qui fait qu'il se répare très mal puisqu'il ne peut pas recevoir facilement les nutriments qui lui permettraient de se réparer. 10 à 20% des chondroblastes aussi deviennent des chondrocytes. Et en fait, ce sont des cellules qui vivent sans oxygène et se nourrissent à partir des vaisseaux de l'os lui-même et aussi par l'intermédiaire du liquide synovial. Donc, tout comme les ostéocytes, en fait, ils ne se divisent pas. Et une fois que le cartilage est abîmé et que les chondrocytes sont morts, le cartilage aura énormément de mal à se réparer. Et donc, par ce mécanisme qu'on vient de décrire, en fait, de nouvelles couches de cellules et de matrices extracellulaires vont s'ajouter à la surface du cartilage selon le processus de croissance appositionnelle. Et l'épaisseur du cartilage, en fait, va augmenter comme ça. Donc, le cartilage n'est pas vascularisé, je répète, parce que c'est important, et les cellules reçoivent leur nourriture par diffusion à travers la matrice extracellulaire. Et c'est ce qui fait que son métabolisme est lent et plutôt anaérobie. Mais par contre, ses besoins nutritionnels sont vraiment importants, enfin, les besoins du cartilage et du chondrocyte notamment, parce que la matrice est en renouvellement constant et ce sont justement les chondrocytes qui se chargent de synthétiser pour elle ces éléments, donc le collagène et les protéoglycanes. Donc, le collagène a une modeste capacité de réparation et c'est surtout les cellules du périchondre qui vont s'en occuper. Et le cartilage de réparation, il va se caractériser par une matrice qui a une composition entre celle du cartilage hyalin et celle du cartilage fibreux, par exemple, qui contient à la fois du collagène de type 1 et du collagène de type 2. Les composantes du cartilage, alors on va retrouver les chondrocytes et la matrice. Donc les chondrocytes, qui sont, comme je vous l'ai dit, 10 à 20% des chondroblastes, ils ont pour mission de renouveler les éléments de la matrice. Et puis la matrice qui est constituée de 70 à 80% d'eau et des protéoglycanes.
ainsi que des fibres de collagène de type 1 pour le cartilage fibreux et de type 2 pour le cartilage hyalin et le cartilage élastique. Donc, dans une articulation saine, l'entretien du cartilage est vraiment bien régulé. C'est toujours cette idée d'équilibre. Donc, c'est vraiment un équilibre dynamique entre la synthèse et la destruction qui va être régulé par des facteurs de croissance et par les cytokines. Et en fonction de leur prédominance au sein du cartilage, ils vont orienter vers l'un ou vers l'autre des phénomènes. C'est exactement comme pour l'os. Alors, les protéoglycanes, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, ce sont des molécules constituées d'une protéine qu'on appelle le cœur protéique. Et sur cette protéine vont venir se greffer des GAG, les glycosaminoglycanes. Donc, on va retrouver le chondroïtine sulfate, le kératine sulfate et la glucosamine sulfate. Et ces GAG, en fait, ce sont de longs polysaccharides qui sont fabriqués à partir de la glucosamine. Les protéoglycanes, ils sont ensuite agrégés à un acide, l'acide hyaluronique, par des protéines de liaison pour former ensuite une structure qu'on appelle l'agrégane. Donc les protéoglycanes, ils ont une charge électrique négative, ce qui fait qu'ils vont attirer l'eau. Et ils sont vraiment indispensables à l'hydratation du cartilage. En fait, c'est ce qui lui donne son élasticité, ses propriétés de déformation aussi quand il est soumis à la pression. En fait, on peut visualiser les protéoglycanes comme des petites éponges qui sont gonflées d'eau et qui vont envoyer l'eau dans l'articulation quand l'articulation subit une pression. Et elle va à nouveau se gorger d'eau quand l'articulation arrête de subir cette pression. Donc, comme vous pouvez le voir, les protéoglycanes, elles sont vraiment indispensables, elles ont de multiples fonctions. Et le fait qu'ils soient hautement hydratés aussi, ça va assurer la régulation du contenu en eau et la diffusion des nutriments. Ça va aussi assurer l'évacuation des déchets, le transport de molécules, etc. En fait, ils vont permettre l'adhésion de différents facteurs de croissance, de cytokines et d'autres molécules actives, et ils vont pouvoir les relarguer dans la matrice au moment où elle en a besoin, pendant son renouvellement. Donc, c'est vraiment un grand réservoir en fait, de facteurs à libérer à la demande. Le collagène, donc il existe 5 types de collagène. Il y en a 2 qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, c'est le type 1 et le type 2. Je vous ai mis une magnifique photo au microscope de fibres collagène. Rapidement, en fait, donc, le collagène il est présent dans presque tous les organes. Okay, c'est vraiment une protéine qui est hyper importante. C'est important d'en prendre soin. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent la dégrader. On va retrouver l'âge, sur lequel on ne peut pas forcément intervenir directement, la dysbiose, la sédentarité, encore et toujours, et le phénomène de glycation. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, je vous ai préparé une petite fiche qui explique la synthèse du collagène. Alors là, c'est pareil, je ne peux pas rentrer non plus dans les détails, mais c'est pour que vous ayez le déroulé, de comment ça se passe. Il y a juste peut-être la première partie, je vais attirer votre attention là-dessus, au niveau de l'hydroxylation de la lysine et de la proline, parce qu'en fait, c'est intéressant de le savoir pour l'usage de la vitamine C. C'est pour mieux comprendre ce que je vais vous raconter en micronutrition. Et voici la liste des acides aminés du collagène et leur rôle. Donc, en gras, vous voyez toutes les parties qui correspondent à notre système. Donc, c'est pareil, on ne va pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est aussi pour que vous ayez l'information, pour que vous puissiez connaître aussi les éléments qui correspondent en fait dans l'alimentation ou dans les compléments alimentaires qui sont proposés dans ça, enfin, voilà, parfois. Donc, la glycation. Alors, on revient sur notre déséquilibre du collagène. C'est vraiment en fait un gros facteur de déséquilibre au niveau du cartilage. En fait, la glycation, c'est une réaction entre certains groupes de sucre et des protéines, des lipides ou des acides nucléiques aussi. En fait, on parle de réaction de Maillard. C'est ce qu'on voit quand on cuit trop nos patates sautées, par exemple. Enfin, voilà, c'est tout l'aspect caramélisation, en fait. Et ces produits vont altérer vraiment la structure et le fonctionnement des molécules qui vont composer à la fois la matrice ou le cartilage. Et en fait, ça va contribuer à la physiopathologie de l'arthrose. Donc, c'est une réaction qui dépend à la fois du taux de sucre qui circule dans le sang et de la réaction à l'insuline aussi. Alors, les pathologies articulaires, c'est pareil, c'est innombrable. En fait, schématiquement, on peut classer les rhumatismes articulaires en 2 catégories, les arthroses et les arthrites. Dans l'arthrose, on dit que c'est le cartilage qui est atteint avec une réduction de la mobilité, que ce serait plutôt une usure, une atteinte mécanique à la base. Donc, il n'y a ni rougeur ni gonflement, en tout cas dans un premier temps.
Et dans l'arthrite, ce serait plutôt quelque chose de visiblement inflammatoire. C'est-à-dire qu'on a une inflammation de la membrane synoviale qui va augmenter le volume de la synovie, qui va faire gonfler l'articulation et on va souvent avoir une rougeur aussi localisée. Alors, ces différences entre arthrose et arthrite ont souvent laissé penser que l'arthrose n'était pas une maladie inflammatoire, contrairement à l'arthrite, et pourtant, en fait, on considère aujourd'hui que l'arthrose, c'est vraiment une maladie de tous les tissus de l'articulation qui va plutôt se développer sur un terrain inflammatoire avec des poussées aiguës. Dans l'arthrose, il y a rupture de l'équilibre entre les processus de synthèse et les processus de dégradation des composants de la matrice. La voie de dégradation, elle va être favorisée par plusieurs actions conjointes. On va retrouver les cytokines pro-inflammatoires, on va retrouver l'activation de certaines enzymes qui vont venir hydrolyser les protéines. Donc, on a la métalloprotéase, MMP, dont la collagénase, les hyaluronidases aussi. Et puis, cette voie de dégradation, elle va aussi être favorisée par des événements qui sont liés à l'activation des gènes de l'inflammation, par IL-1. Et à contrario, la dégradation des composés collagènes va être prévenue par des cytokines anti-inflammatoires, par des inhibiteurs de protéases, donc les TILF, qui vont se lier aux enzymes pour les inhiber, et aux facteurs de croissance. Et en fait, c'est vraiment la rupture de cette homéostasie qui va entraîner la dégradation du cartilage. C'est-à-dire que la déconstruction augmente alors que la reconstruction a ralenti. Et ce déséquilibre concerne aussi bien le cartilage que la membrane synoviale et l'os sous-chondral, c'est-à-dire l'os qui est juste sous la couche cartilagineuse. Dans les phases précoces de l'arthrose, la synthèse des protéoglycanes et principalement de la grécane en fait se fait moins bien, ce qui va se traduire essentiellement par des modifications en quantité et en qualité des chaînes de GAG, les glucosaminoglycanes. Et ce sont ces perturbations qui vont ensuite conduire à la détérioration progressive et finalement plus ou moins irréversible de la matrice cartilagineuse. Tout dépendra aussi du stade. Donc vraiment agir en prévention, c'est indispensable et ça va de pair avec le fait d'optimiser la synthèse des chaînes de GAG et leur relation avec les facteurs de croissance et les cytokines. Donc on aura tout ça aussi à prendre en compte. Au niveau des messagers articulaires, alors voici une petite liste pour que vous sachiez qui fait quoi dans l'histoire. En fait, lorsqu'une articulation est saine, les cellules synoviales et les chondrocytes vont sécréter des cytokines qui ont des actions sur l'homéostasie du cartilage. Et la dégradation de la matrice va engendrer des produits de décomposition comme la fibronectine par exemple, les alluronanes ou les DAMS, qui sont les motifs moléculaires associés aux dégâts. Et donc pour protéger et réparer les tissus, ces molécules vont signaler un fort état de stress au système immunitaire comme une demande, une alarme. Allô, il y a quelque chose qui se passe ici et il faut, voilà, j'ai besoin d'être réparé. Et donc, en gros, la dégradation du cartilage va provoquer de l'inflammation, mais cette inflammation va aussi provoquer la dégradation du cartilage. Donc, on est dans un cercle vicieux. Donc, il y a plusieurs stades dans l'arthrose. On peut dire rapidement que les stades 1 et 2 sont des arthroses débutantes, qui sont douloureuses, mais avec peu de handicap. Dans le stade 3, on a déjà quand même une usure beaucoup plus importante du cartilage, avec des symptômes et handicaps qui peuvent quand même devenir assez gênants. Et le stade 4, ça correspond à une usure quasi complète du cartilage. Bon, d'ailleurs, on peut voir sur la radio, hein, même si on n'est pas médecin, on peut quand même se rendre compte de la dégradation de l'articulation. En fait, on voit même une disparition de l'espace articulaire. Et là, dans ces cas-là, le handicap devient vraiment important. Donc, on considère généralement que le stade 4, c'est le stade de la chirurgie. Au niveau des lésions de l'arthrose, donc elles sont plurielles, on va évidemment avoir une usure au niveau du cartilage, mais on a aussi une atteinte osseuse. En fait, on va avoir une ostéogenèse sous-chondrale, c'est-à-dire une augmentation de la synthèse des ostéoblastes pour une diminution de l'élasticité de l'os. En fait, ça va faire un épaississement de l'os sous-chondral. Donc, je rappelle, c'est l'os qui se situe sous le cartilage. Et on va avoir aussi des ostéophytes, les fameux becs de perroquet, qui sont des excroissances osseuses qui sont construites par le corps. Alors généralement pour limiter les mouvements autour de l'articulation qui est abîmée, mais aussi pour mieux répartir les pressions et diminuer les douleurs. Au niveau des origines de la douleur, déjà en fait l'articulation, c'est vraiment un lieu qui est propice
pour le développement des douleurs, parce que la circulation y est vraiment ralentie, alors surtout si on y ajoute la sédentarité et l'encrassement immoral. On va y revenir aussi sur cette notion d'encrassement tout à l'heure. Donc la douleur peut être d'origine mécanique, c'est a priori la plus courante. Celle-ci, elle est améliorée par le repos et elle reprend par contre à l'activité, ou elle peut être aussi inflammatoire. Donc cette douleur, elle est presque permanente. Elle survient même particulièrement à la deuxième partie de la nuit et elle va obliger à un dérouillage le matin. Bien sûr, les deux types de douleurs peuvent être combinés. Alors pour le naturopathe, en fait, la cause des douleurs et de la destruction du cartilage est souvent liée à la présence de sel qui résulte du tamponnage des acides par les minéraux de la boîte articulaire. Donc ce sont les fameux cristaux en naturopathie. Donc on va retrouver souvent des urates, c'est-à-dire des sels d'acide urique, et des oxalates, les sels d'acide oxalique. Et la douleur ne va pas forcément dépendre de l'ampleur de la dégradation, parce que ça, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Mais quand une personne souffre vraiment beaucoup, on pensera aussi aux infections froides et aux endotoxines. Parce qu'en fait, la libération d'endotoxines par les microbes va amplifier les douleurs à tel point que les antidouleurs habituelles, voire même la morphine, ne font plus effet. Donc si jamais vous avez ce genre de cas, ça peut être vraiment intéressant d'y penser pour ne pas passer à côté de quelque chose. Au niveau des facteurs de déséquilibre, alors on va retrouver encore des choses assez courantes. Au niveau de l'hérédité, je vous mettais en garde entre génétique et hérédité culturelle. En fait, on voit aussi ça en cabinet, cette mauvaise linéarité, entre guillemets, du mode de vie, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon rapidement? Au niveau des pathologies vasculaires, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, l'épaississement de la paroi des vaisseaux sanguins va compliquer l'apport de nutriments aux différents tissus et ça va favoriser du coup la mort des cellules osseuses et les lésions du cartilage. L'encrassement, on va y revenir un peu plus en détail, mais il faut garder à l'esprit que le corps et que ces cellules, en fait, ont besoin d'apport et ont besoin aussi d'éliminer. En fait, ce sont les organes émonctoires qui sont en charge de l'élimination, donc le couple foie-intestin, le rein, la peau, les poumons et le couple utérus-vagin chez la femme. Et quand ces émonctoires sont dépassés, en fait, que ce soit par faiblesse ou par excès d'apport, eh bien, les toxines vont rester dans l'organisme. Et elles vont freiner tous les échanges biologiques dans le corps, elles vont générer beaucoup de fatigue généralement, et elles vont former en fait des microcristaux qui vont se stocker dans les articulations et rayer le cartilage. Et en se surchargeant, ça paraît peut-être moins évident, mais on se carence aussi. Parce qu'en fait, l'encrassement va engendrer des toxines, va bloquer les fonctions émonctorielles, voire même chélater certains minéraux et certaines vitamines. Donc les tissus sont moins bien irrigués, les échanges cellulaires se font moins bien et l'oxygénation aussi diminue. En ce qui concerne le stress oxydatif, en fait, ça va être les radicaux libres qui vont être en excès et qui vont perturber les échanges entre les cellules et les échanges entre la cellule et sa matrice. Donc en fait, les radicaux libres, ils vont venir agresser la membrane des cellules, ce qui fait qu'elles se retrouvent privées de nutriments et elles ne parviennent plus à éliminer leurs déchets. Donc elles finissent aussi par dégénérer et par mourir. Et quand les chondrocytes sont oxydés par les radicaux libres, ils fabriquent des cytokines pro-inflammatoires et on rentre encore dans ce cercle vicieux. Donc l'oxydation de la synovie, elle va vraiment modifier le bon fonctionnement de l'articulation, et s'ensuit une perte de mobilité, une inflammation, etc., etc. Donc je vous ai mis les 4 points en vert en fait parce que c'est les points sur lesquels on va faire un petit zoom encore pour apporter un petit peu plus d'éléments, un peu plus d'eau à votre moulin. L'inflammation intestinale. Donc l'intestin, pardon, c'est une frontière entre le soi et le non-soi. Jusque-là, tout va bien. Donc ne rentre dans l'organisme que ce qui est utile et nécessaire à l'organisme. Mais lorsque ce filtre est altéré, des molécules qui n'ont absolument rien à faire dans l'organisme parviennent à rentrer et à générer une cascade inflammatoire qui va être plus ou moins importante en fonction du type de molécule, si on est plus sur des protéines, sur des toxines type pesticides, etc., sur des endotoxines ou autres. Mais ça va être aussi en fonction de la quantité de ces molécules et de la répétition. Donc en cas de dysbiose, on va cultiver plus facilement des bactéries de Gram-. Ce sont des bactéries qui ont des LPS, donc les lipopolysaccharides, dans leur membrane. Et en fait, ces LPS vont être libérés à leur mort et vont venir se fixer sur des récepteurs de l'intestin, ce qui va déclencher l'ouverture des jonctions serrées. Donc on va se retrouver face à une double inflammation. On va avoir une inflammation au niveau de la muqueuse, puisque les macrophages et les phagocytes vont libérer des molécules inflammatoires
pour répondre à la présence de ces bactéries, et au niveau de l'organisme, puisque les endotoxines vont aussi pénétrer dans le sang et déclencher une inflammation de bas grade qui va circuler dans tout l'organisme. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les inflammations chroniques, et évidemment, ce qui peut conduire à des dérèglements ostéo-articulaires. Alors, l'encrassement, je vous ai fait le détail aussi, enfin le déroulé en tout cas de toutes les phases de l'encrassement. C'est ce qui permet de se rendre compte comment on passe du physiologique au structural, ou de l'atteinte physiologique à l'atteinte lésionnelle. Et donc, plus on avance dans ces étapes, évidemment, plus il est difficile de revenir en arrière. Quand on est arrivé au stade lésionnel, ce n'est plus vraiment du ressort de la naturopathie. Alors nous, on peut accompagner évidemment la personne, mais on n'accompagnera pas vraiment au niveau lésionnel. Là, on est vraiment dans l'allopathie, généralement, voire la chirurgie, selon l'atteinte. Donc, un petit rappel, le tissu conjonctif, il a énormément de fonctions. Une fonction de soutien, de nutrition, de stockage, de protection, de communication cellulaire, de détoxication cellulaire, de détoxication humorale, de réparation, d'immunité, de mouvement. J'en ai peut-être oublié, mais le tissu conjonctif, c'est vraiment un tissu qui est extrêmement important. Sauf que en cas d'encrassement, en fait, toutes ces fonctions vont être perturbées parce que le tissu conjonctif, c'est le premier tissu presque qui est soumis à cet encrassement. Donc, on va se retrouver avec un manque de communication entre les cellules, on va se retrouver avec des perturbations immunitaires, des inflammations, des allergies, et puis des problématiques ostéo-articulaires selon le terrain. Donc, avant même de penser à restructurer l'articulation, l'os ou quoi que ce soit dans le corps, on va penser à détoxifier. Et si l'inflammation est trop forte, on va désinflammer d'abord. Ensuite, on nettoie et puis on reconstruit. Sinon, on prend les choses à l'envers. L'excès d'acide est stocké dans le tissu conjonctif avant d'être remis en circulation pour qu'il soit éliminé par nos émonctoires. Donc ici, ce sera les reins et la peau, dans une moindre mesure le foie, mais il est quand même très très important de toute façon dans les processus de détoxication. Et pendant ce temps, eh bien, le tissu conjonctif, il va souffrir de cet encrassement qui va l'empêcher de bien se nourrir et de bien s'oxygéner. Et ça se traduit souvent chez les personnes par des points douloureux en fonction de certains mouvements. Alors, on va retrouver très souvent au niveau des cervicales, au niveau des lombaires, mais aussi au niveau des trapèzes, des omoplates, etc. Alors, le tissu conjonctif fibreux, donc ça, je voulais vous en parler aussi rapidement. C'était vraiment histoire de balayer en fait tous les tissus du système ostéo-articulaire, parce que ce qui va nous intéresser avec ce tissu, en fait, c'est surtout les tendinites à répétition. Une tendinite, une fois, ok, ça peut arriver, pourquoi pas. Par contre, il y a vraiment des personnes quand même qui font des entorses. Alors, les entorses, ça peut être aussi lié à autre chose, mais les tendinites à répétition, ça doit vraiment nous alerter sur la présence d'un terrain inflammatoire. On peut aussi se poser des questions sur le contexte psycho-émotionnel. Donc, la symbolique peut être assez importante aussi et intéressante à mettre en avant. Donc, les causes peuvent être liées au terrain, peuvent être en lien aussi avec un terrain psycho-émotionnel particulier, mais aussi en lien avec des mauvaises postures, des mauvais mouvements. Là, on peut en voir aussi pas mal avec l'émergence un peu du télétravail, les mauvaises postures face à l'ordinateur, avec les tendinites du coup au niveau du coude, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses aussi à voir par rapport à ça. Donc on a quelques conseils en naturopathie, en symptomatique, ok, mais surtout sur un travail de terrain. Donc déjà, ça va être le repos complet, la prise en compte du terrain inflammatoire, évidemment, une meilleure préparation à l'effort, une adaptation de la posture, donc ça c'est aussi intéressant de le revoir en cabinet avec les personnes que vous suivez, et puis la phytothérapie, alors on va voir la phyto tout à l'heure dans les solutions aussi. Pour soulager le tendon, donc là on est en symptomatique. Ça ne constitue pas le conseil principal, mais si ça peut soulager, on doit apporter cette réponse ici. On a le gel d'arnica. Les séances de kiné et d'ostéo, l'ostéopathie, c'est vraiment la technique clé aussi du système ostéo-articulaire. Donc ça peut être intéressant de faire une vérification
Là, je l'ai mis dans les tendinites, mais c'est vraiment dès qu'il y a une perturbation qui peut être liée au système ostéo-articulaire, sachant que ça vient aussi se répercuter sur les organes en regard, en fait, en fonction des nerfs qui passent, par exemple, au niveau de la colonne vertébrale. Ça peut vraiment être intéressant d'avoir une prise en charge complète avec aussi de l'ostéopathie. Et donc, je vous ai mis une petite formule en aromathérapie pour appliquer sur les zones douloureuses, soulager un petit peu, détendre, faire passer l'inflammation, etc. Donc là, on va aborder les solutions naturelles. Il me reste combien de temps là, Elodie? Alors, eh bien, écoute, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Ok, c'est parfait. Ouais. De toute façon, j'ai mis, comme vous avez vu, hein, quand je rentre pas trop dans les détails, je vous ai quand même mis les infos pour que vous ne repartiez pas sans rien, parce que je sais que parfois je peux être bavarde, donc je connais mes défauts. Et comme ça, voilà, vous avez de toute façon la structure et les pistes, surtout. C'est C'est pas ça un qui est défaut, hein, intéressant. c'est de grande qualité, Maëva. Merci. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner des pistes aussi pour que vous puissiez construire votre réflexion autour des cas que vous avez. Parce qu'en naturopathie, on n'a pas un protocole qui va s'appliquer à tout le monde. Donc, c'est vraiment toujours une réflexion. Les solutions naturelles, alors, on va procéder donc déjà par étapes. Donc, comme je vous l'ai dit, d'abord, on gère l'inflammation si elle est trop importante. Ensuite, on détoxifie. Ensuite, on restructure. Et puis, en même temps, on va stabiliser, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte le terrain de la personne, ses pathologies si elle en a, parce que parfois, on est obligé aussi de continuer quand même sur un certain temps, voire à vie, de maintenir certaines règles d'hygiène vitale ou pas forcément des supplémentations, parce que supplémenter à vie, c'est vraiment pas mon truc, hein, c'est vraiment pas ce que je voulais dire, mais en tout cas, parfois on est quand même obligé d'apporter certaines choses, parce on est déjà dans le pré-lésionnel, on va dire, voire dans le lésionnel, donc ça peut être bien accompagné. Avant de faire quoi que ce soit, arrêtez de fragiliser vos os et vos articulations. En fait, en naturopathie, on n'envisage pas de réparer quelque chose qu'on n'arrête pas d'abîmer. Si on a une blessure ici, on pourra mettre tout ce qu'on veut dessus, aussi naturel que ce soit, mais si on continue de gratter, ça ne va pas faire grand-chose. Donc là, en fait, vraiment, arrêtez de gratter vos os et vos articulations. En fait, si on arrête d'agresser ou de provoquer un déséquilibre, finalement, ça va être le meilleur moyen pour que l'intelligence du corps, c'est-à-dire ses forces d'auto-guérison, d'auto-réparation, puisse s'exprimer. Parce que le corps, il sait déjà faire beaucoup de choses lui-même. Donc, nous, on ne vient que le soutenir. Pour ça, eh bien, on va prendre en compte les facteurs aggravants et déclenchants que vous retrouverez dans les diapos au-dessus. Donc, on a le stress, la sédentarité, l'alimentation, les maladies qui vont faire partie du tableau clinique, qui vont être données en entretien, les déséquilibres hormonaux, etc. Donc là, on attache vraiment de l'importance à la personne. On va évidemment y rajouter quelques petites règles diététiques. On pourra s'orienter vers un mode alimentaire sénégalais, hypotoxique ou méditerranéen, qui est aussi très intéressant. On va quand même favoriser la diminution, voire l'éviction dans certains cas, des produits laitiers au moins de vache. Ça peut paraître antinomique quand on parle d'ostéoporose parce qu'on entend tellement que les produits laitiers sont nos amis pour la vie et qu'ils favorisent la bonne densité osseuse, etc. Ça peut paraître un petit peu particulier ce que je vous dis, mais en fait, ça se tient par plusieurs mécanismes. J'aurais peut-être dû préparer d'ailleurs une diapo là-dessus. Et on va aussi éviter de consommer les céréales modernes, notamment les blés, les grands épeautres, le maïs, même parfois. En tout cas, c'est ce que Signalet recommande. On va essayer d'éviter d'utiliser des modes de cuisson à très haute température, c'est-à-dire supérieure à 110 degrés, et on va privilégier les cuissons à la vapeur douce et le cru selon les personnes. Évidemment, c'est toujours à adapter. On favorise la nourriture bio et locale, puisque c'est une alimentation qui va être plus riche en sels minéraux, notamment en magnésium et en silicium organique. On va y revenir aussi tout à l'heure, vous aurez toute une partie sur la micronutrition. Et la fraîcheur des aliments, elle est vraiment déterminante en fait pour avoir tous ces, alors les minéraux dans une moindre mesure, mais tous ces vitamines et les enzymes qui vont être aussi indispensables à la bonne biodisponibilité de tous ces micronutriments. On va aussi éviter le sel, puisqu'une consommation trop élevée en sodium va provoquer des fuites de calcium et des fuites de minéraux. Attention donc au sel qui est caché dans les produits industriels. On va préférer les épices, les fines herbes,
d'autres aromates qui en plus vont apporter des minéraux, etc., qui sont quand même assez intéressants du point de vue nutritif. Donc éviter les sodas parce qu'ils contiennent trop de phosphate et ça favorise la déminéralisation. Chasser l'aluminium. Alors qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, ça c'est une hypothèse qui a été défendue par le docteur Baccicchetti, j'espère que je n'écorche pas son nom, et qui a été validée par des études. En fait, dans le corps humain, l'aluminium va se substituer au fer, au cuivre et au zinc, et peut-être à d'autres oligo-éléments, mais pardonnez-moi, j'ai oublié le reste. Ce qui va empêcher en fait les enzymes de fonctionner et perturber les réactions chimiques. Donc, par exemple, il va se substituer au fer de l'enzyme la proline oxydase, qui est importante dans la fabrication du collagène et ce qui va l'empêcher de fonctionner. Et l'aluminium va aussi provoquer des modifications de l'immunité avec une inflammation chronique, avec la libération de cytokines qui va activer les ostéoclastes, donc nos destructeurs. Et en fait, l'aluminium, il est utilisé dans beaucoup de domaines. Il est utilisé dans les médicaments, dans les vaccins, dans les ustensiles de cuisine, dans les cosmétiques, dans l'agroalimentaire. Donc, on va essayer de se séparer de ce dont on peut se séparer, c'est-à-dire les ustensiles, les barquettes en aluminium, éviter de faire des cuissons en papillotes, etc. Enfin, dans des feuilles d'aluminium, ne pas éviter les papillotes, mais éviter de les faire dans les feuilles d'aluminium. Voilà, rapidement donc. Pour prendre soin de ses intestins aussi, parce que ça c'est bien pour gérer l'inflammation, on va pouvoir donc agir à deux niveaux. Donc, soit on va prendre en charge l'inflammation elle-même directement, soit on va prendre en charge ce qui génère cette inflammation. Et souvent, l'inflammation, elle prend quand même sa source dans l'intestin. Donc, on va s'occuper de l'intestin. L'intestin et le foie sont vraiment des organes centraux dans l'équilibre métabolique, dans l'équilibre acido-basique. Le foie, c'est l'organe de détoxification le plus important, et pas que dans la détoxification d'ailleurs. Et le gros intestin, normalement, je vous ai mis aussi l'échelle avec les pH et tout ça, le gros intestin, normalement, il a un pH légèrement acide grâce à l'activité de bactéries, donc les bifidobactéries et les lactobacilles. Et plus on avance dans le côlon, plus il s'alcalinise, mais on observe quand même de plus en plus souvent qu'il est trop alcalin. Et on peut aider à rétablir l'équilibre acido-basique dans l'intestin par la prise d'acides lactiques qui sont contenus dans les aliments lactofermentés, comme la choucroute crue par exemple. J'aime bien en fait citer la choucroute crue parce que le chou c'est aussi un grand pourvoyeur de minéraux, donc pourquoi pas, mais dans les aliments lactofermentés en général. Et en fait, l'acide lactique a un effet régulateur dans le métabolisme acido-basique. Donc on peut aussi évidemment s'aider de cure de probiotiques qui favorisent la fermentation lactique au détriment de la flore de putréfaction, qui est alcalinisante, mais on peut aussi faire beaucoup de choses dans l'alimentation. Pour favoriser une bonne flore, on va toujours penser aux fibres solubles, donc l'artichaut, l'aubergine, l'avocat, les champignons, les courges, les légumes racines, les bananes, etc., le psyllium, les graines de chia, etc., etc. Et ça va vraiment pouvoir faciliter cette implantation et ce renouvellement d'une flore qui est ça profite, bonne pour nous, ça nous profite. Pardon pour le jeu de mots. Bon, donc la dysbiose va entraîner un déséquilibre au niveau des réponses immunitaires et favoriser la voie de l'inflammation, c'est-à-dire la voie TH17, plutôt que celle de régulation, celle des T régulateurs, ce qui va donc entraîner une inflammation des tissus conjonctifs, une dégénérestion du cartilage et une majoration de la résorption osseuse. Pour limiter l'inflammation de l'organisme, j'y reviens encore et toujours, mais pratiquer une activité physique modérée, adaptée à vous, à votre pathologie, à votre terrain, à vos goûts aussi, c'est important. Bien mastiquer, toujours. Il faut toujours revenir dessus en consultation et c'est incroyable parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment très peu de personnes qui prennent le temps de mastiquer. Manger sans excès, faire attention à la balance oméga 6, oméga 3, on va y revenir, privilégier les cuissons douces et puis à rire. En fait, rire, alors déjà c'est super, c'est bon pour le moral, ça enlève les stress et c'est le meilleur anti-inflammatoire qu'on connaisse. Donc, on ne peut pas se priver. Regarder des comédies, lire des trucs drôles et tout ça. Voilà. Bref, donc, en cas d'hyperperméabilité intestinale, il y a aussi des choses à faire. En fait, il y a des choses qui se recoupent. Parce que l'intestin, il peut devenir hyper perméable à cause de plusieurs facteurs. On va retrouver donc la dysbiose, le stress, le sport intensif avec le phénomène d'ischémie-reperfusion,
Certains traitements aussi qui vont le mettre à mal, donc les antibiotiques, les chimiothérapies, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, hein, mais il faut faire attention, en tout cas, quand on a des personnes qu'on reçoit et qui sont sous traitement. La consommation de toxiques aussi, donc l'alcool, le tabac, les pesticides, les additifs qu'on retrouve dans l'alimentation. Et puis aussi, il faudra penser aux faiblesses digestives des organes en amont. Donc si on mange à la va-vite, qu'on ne prend pas le temps de mastiquer, qu'en plus on a un estomac un petit peu paresseux qui est en hypochloridrie, si on a un déficit enzymatique, une faiblesse hépatique, etc., on risque de perturber l'intestin. Donc c'est primordial d'agir là-dessus avant de réparer l'intestin. Donc on arrête de gratter avant de réparer. C'est toujours le même principe. Donc, pour nous aider quand même dans la réparation, on va avoir plusieurs cofacteurs. La glutamine, je pense que vous connaissez tous la glutamine. C'est un acide aminé qui est conditionnellement essentiel, c'est-à-dire qu'une carence en glutamine peut entraîner diverses pathologies. Elle est impliquée dans un tas de métabolismes et en fait, c'est elle qui constitue le substrat élémentaire des entérocytes. Donc, dans les états inflammatoires très sévères, le corps a besoin généralement d'une quantité de glutamine qui est majorée parce qu'elle ne peut plus être produite dans des états chroniques ou prolongés d'inflammation. Et dans ce cas, la glutamine, elle va surtout être utilisée par le foie ou par les cellules immunitaires ou dans la cicatrisation des tissus. Alors attention par contre à la glutamine parce qu'on n'utilise jamais telle qu'elle, en tout cas en supplément, sur un terrain qui va être prédisposé aux polypes ou au cancer parce qu'on risque de nourrir ces cellules. La glutamine que je préfère, mais tous les goûts sont dans la nature, c'est celle qu'on retrouve dans le bouillon d'os parce que j'aime beaucoup le bouillon d'os. Et c'est quelque chose qui est facile à faire, c'est gratuit. Ça implique aussi une action de la part de la personne. Et puis, c'est riche en glutamine, c'est riche en collagène, en glucosamine. Et du coup, c'est hyper intéressant. En plus, c'est bon au goût, ça permet de faire ses soupes, ça permet de cuire son riz, on peut le boire comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais après, il y a aussi des compléments qui sont très bien par rapport à ça. Juste pour revenir sur mon bouillon d'os, quand vous conseillez de faire un bouillon d'os, pensez toujours à rajouter un petit peu de vinaigre de cidre ou de citron pour pouvoir bien absorber les fibres collagènes et tout ce qui va nourrir ce bouillon et nous nourrir aussi. En sachant que ce bouillon a aussi la vertu de rééquilibrer notre terrain acido-basique. Le zinc, alors le zinc c'est pareil, c'est un peu la panacée entre guillemets, enfin, il est indispensable à plein de choses, notamment à la multiplication des cellules, à la maintenance de la barrière intestinale. En fait, il va favoriser la fermeture des jonctions serrées de l'intestin via la régulation de ces protéines de jonction. Donc en fait, il va favoriser la production de ZO1, je pas aimé, je pensais l'avoir mis. C'est une protéine qui est qu'on appelle le ressort cellulaire. Et en fait, elle va venir pousser, encourager les cellules épithéliales à se multiplier ou non, selon les tensions auxquelles elle est soumise. Donc les zinc qui doit être apporté quotidiennement, parce que le corps ne le stocke pas. On va le trouver principalement dans les huîtres, les coquillages, les graines de sésame, de chanvre, de courge, des légumineuses, les poissons, la viande, etc. Vous avez un petit tableau pour ça. Il faudra aussi faire attention à ce qui freine l'absorption du zinc ou l'utilisation du zinc. La vitamine D, encore et toujours la vitamine D. Alors, j'imagine que maintenant, vous savez encore mieux qu'elle est indispensable à l'homéostasie de l'organisme. On en a vraiment longuement parlé. Elle protège, elle régule tous les systèmes et les jonctions serrées au niveau de l'intestin. Et elle est vraiment indispensable à une bonne santé ostéo-articulaire. Donc, j'ai mis en valeur cible entre 60 et 70. Souvent, les personnes se contentent de 30. Mais en fait, on se rend compte que 30, c'est à peine ce qui est nécessaire à la calcification des os, à peine. Mais si on veut que la vitamine D puisse briller dans tout ce qu'elle sait faire, au niveau cellulaire, au niveau immunitaire, on va préférer des taux un peu plus élevés. La vitamine A, donc le rétinol, en fait, c'est un régulateur de l'expression des gènes et elle joue un rôle central dans la croissance et le maintien aussi de l'intégrité des cellules. Donc, elle va être aussi intéressante pour l'accompagnement au niveau, en fait, en règle générale, parce que j'allais dire au niveau intestinal, mais c'est en règle générale. La problématique de la vitamine A,
Parce que quand on la dose, en fait, on dose une réserve. Donc, c'est vraiment rare d'arriver à une déplétion. Dans la vitamine A, c'est l'acide rétinoïque qui est fonctionnel. Et selon les personnes, eh bien, le bêta-carotène ne pourra pas être bien métabolisé dans l'organisme. Il ne pourra pas se convertir en acide rétinoïque, qui est donc la forme active de la vitamine A. Parfois, on peut l'observer notamment chez des personnes qui sont en hypothyroïdie et qui vont avoir la paume des mains et la plante des pieds même un petit peu jaunie, comme si le bêta-carotène s'était arrêté là, mais il n'avait pas poursuivi son processus. Alors pour la vitamine A, on peut en trouver notamment dans les huiles de foie de poisson, qui ont aussi l'avantage d'apporter de la vitamine D et des oméga 3, mais il y a aussi d'autres manières. C'est absolument pas dogmatique tout ce que je vous dis aujourd'hui. Le magnésium, alors je l'ai mis là. En fait, il n'est pas directement impliqué dans la bonne santé de l'intestin, mais par contre, un intestin poreux l'absorbe très mal et les carences sont souvent avérées, vraiment. Alors déjà dans la population générale, mais encore plus quand il y a une hyperperméabilité. Donc le magnésium, eh bien, il intervient dans l'équilibre acido-basique et dans la santé osseo-articulaire. Il faut savoir aussi que l'acide phytique va inhiber l'absorption de divers minéraux et de divers oligoéléments, donc le calcium, le magnésium, le zinc, le fer, etc. Parce qu'en fait, il va venir former des sels insolubles, des phytates. Et donc l'acide phytique va réduire l'absorption de ces minéraux, de ces oligoéléments, alors qu'ils peuvent jouer un rôle dans la densité osseuse. Donc, on va pouvoir trouver de la phytase, c'est-à-dire l'enzyme qui transforme l'acide phytique en inositol et en phosphate, dans la levure, par exemple. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. On peut faire tremper nos légumineuses, les céréales complètes, les amandes, etc. avant de les manger, ça va enlever une bonne partie de l'acide phytique. Et comme ça, on tirera beaucoup plus d'avantages à en manger. Donc, on va plutôt, au niveau des supplémentations en magnésium, on va plutôt utiliser deux types de formes, j'ai envie de dire. Alors, on va utiliser soit les bisglycinate glycérophosphate parce que ce sont vraiment les formes les plus assimilées par l'organisme. Mais je trouve aussi que le citrate est intéressant. Il est un tout petit peu moins assimilé que le bisglycinate et le glycérophosphate, mais c'est vraiment pour chipoter. Par contre, il va avoir une action sur le terrain puisqu'il va venir alcaliniser, apporter en tout cas un minéral alcalin. Donc, c'est intéressant. La chlorophylle, je vous ai mis aussi ces sources parce qu'en fait, c'est vraiment l'assainissement intestinal par excellence. Donc, je trouve que c'était important de le citer dans la santé intestinale. On va retrouver les prébiotiques. Alors, pourquoi les prébiotiques? En fait, les fibres, elles vont favoriser l'absorption intestinale du calcium, du magnésium, du zinc, du fer, bref, des minéraux et tout ça. Donc, on va préférer les prébiotiques à longue chaîne, comme l'inuline et les amidons résistants, plutôt que les fausses, parce que les fausses, en fait, ils fermentent rapidement et ils peuvent être problématiques en cas de dysbiose importante, notamment dans les cas de SIBO. Donc ça, c'est pareil, ce sera à voir en fonction de vos bilans, de votre entretien. Il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré que l'inuline modifie la composition du microbiote fécal en 15 jours, en 14 jours, exactement. Les ferments lactiques, alors la dysbiose, comme je vous l'ai dit, c'est une des causes de l'hyperperméabilité intestinale, c'est une des causes de l'inflammation en fait en général. Et une flore intestinale altérée va induire un déficit en butyrate qui va avoir pour conséquence une altération de cette muqueuse. Donc il est primordial aussi de pouvoir rétablir l'équilibre de la flore intestinale, soit par une supplémentation, soit par une mise en place dans l'hygiène de vie. Parce qu'en fait, ces ferments lactiques vont pouvoir moduler l'inflammation et régénérer les cellules épithéliales. Alors, c'est vrai que j'aime bien pouvoir intégrer ces ferments lactiques à l'alimentation de manière quotidienne ou presque. Et je conseille régulièrement les légumes lacto-fermentés parce qu'ils sont source de probiotiques, de fibres, d'enzymes, de vitamines et de minéraux. En tout cas, si vous choisissez un supplément, veillez à ce que ce soit quand même quelque chose de complet, quelque chose de pensé intelligemment. Voilà, c'est important. Les modulateurs de l'inflammation, donc on va retrouver les oméga 3, les plantes et puis les enzymes. Au niveau des oméga 3, donc rapidement, on a l'ALA qui est le précurseur végétal de l'EPA et du DHA. Mais on se rend compte qu'il y a quand même un mauvais taux de conversion chez la plupart des gens puisque 5 à 10% d'ALA est converti en EPA et 2 à 5% est converti en DHA.
Le PA va venir moduler l'inflammation et le DHA, c'est un élément qui est important dans la constitution des membranes cellulaires, dans la santé des cellules en fait. Et voilà, un bon équilibre, un bon ratio entre oméga 3 et oméga 6 est indispensable à la modulation de l'inflammation. Les enzymes. En fait, j'aime bien les enzymes parce qu'on peut les utiliser à la fois en digestif ou bien en systémique. Quand on les utilise en digestif, on vient suppléer finalement le rôle notamment du pancréas ou en tout cas des organes qui vont justement dispenser des enzymes pour digérer. Donc attention, parce qu'on n'est pas là pour remplacer non plus les fonctions des organes, mais en systémique, je les trouve vraiment intéressantes parce qu'en fait, elles viennent nettoyer les tissus, elles viennent diminuer les œdèmes, le cas échéant, bien sûr, et elles ont de véritables propriétés anti-inflammatoires. Donc, quand on les utilise en systémique, c'est à prendre sur estomac vide, puisque si on les prend avec un bol alimentaire, elles vont digérer ce qu'on a dans le ventre, elles ne vont pas digérer les tissus, j'allais dire les mauvais tissus, j'avais déjà sorti mes guillemets, mais elles ne vont pas digérer voilà, les tissus qui posent problème, ou les messagers inflammatoires. En phytothérapie, une belle liste de plantes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire et vous pouvez vraiment choisir les plantes aussi en fonction de la personne, en fonction de son terrain, en fonction de la forme qu'elle préfère, si elle préfère en tisane, en goutte, en gélule, etc. Rapidement, le cassis, j'aime beaucoup parce qu'il agit sur l'inflammation, sur l'équilibre acido-basique. L'arpagophytum, il a été vraiment très étudié pour ses effets sur l'inflammation et sur la douleur. Bon, le curcuma, on ne le présente plus, mais c'est vrai que c'est un super anti-inflammatoire et qui est quand même allié du foie. Alors, personnellement, j'aime moins quand il est associé à la pipérine, parce que la pipérine, en fait, c'est sûr, elle favorise l'assimilation du curcuma, et c'est parce qu'elle va venir forcer un petit peu les jonctions serrées. Donc, si on est déjà sur une personne qui a une hyperperméabilité intestinale, je trouve que on va un petit peu à contresens de ce qu'on voudrait faire. Mais après, voilà, comme je dis, hein, c'est pas un dogme. L'ortie aussi, j'aime beaucoup parce qu'elle va drainer et reminéraliser en même temps, etc. En fait, elles sont toutes intéressantes. Pour la détoxication. Ah oui, il reste ça aussi. Bon, là, ça va parce que c'est quand même pas mal expliqué sur les slides. L'équilibre acido-basique, c'est vraiment une priorité, puisqu'en fait, le maintien de la vie ne peut passer que par une variation vraiment très minime de l'alcalinité du sang entre 7,36 et 7,42. Il y a plusieurs systèmes tampons de l'organisme qui interviennent pour que ce chiffre ne descende jamais en dessous de 7,36. Donc, par exemple, il va sécréter des cytokines qui vont activer les ostéoclastes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, chaque tissu du corps a un pH propre qui lui garantit un fonctionnement optimal. Et le pH du sang va être tout le temps équilibré par plusieurs systèmes tampons qui vont veiller à ce que justement ce pH ne s'éloigne jamais de entre 7,36 et 7,42. Je commence à perdre mes mots. Donc, au niveau de la régulation intestinale, on va avoir une production de bicarbonate tampon. C'est un système qui va être altéré par le grignotage, par les fermentations, par le manque de mastication, on y revient encore, par l'hypochloridrie, par la suralimentation et sans doute par d'autres choses, et que voilà, ce qui m'échappe maintenant. La régulation rénale, en fait, les bicarbonates sont réabsorbés par le rein, et ça, c'est un système qui va être altéré par l'intoxication, notamment par le tabac, l'alcool, les médicaments, la surconsommation de protéines. Et puis, on va avoir la régulation pulmonaire avec l'élimination de la surcharge en CO2 grâce à une bonne ventilation. Il y a plusieurs signes d'un déséquilibre acido-basique que vous connaissez tous. Je vous ai mis en dernière ligne l'iridologie. Pour ceux qui pratiquent l'iridologie, c'est une technique de bilan qui peut être quand même assez intéressante. Donc là, je vous ai mis deux clichés typiques acidifiés. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais au moins vous pouvez observer comme c'est beau. Et donc, pour rétablir l'équilibre acido-basique, on va encore une fois gérer le stress. On va améliorer la qualité du sommeil aussi, parce que c'est pendant la nuit que le corps se désacidifie. Et c'est ce qui explique que les urines sont normalement plus foncées le matin. Si elles sont foncées toute la journée, là, c'est qu'il faut hydrater. On va favoriser une alimentation hypotoxique avec un bon équilibre acido-basique, voire même, on peut faire des cures plutôt basifiantes pour aider le corps à tamponner les acides, mais par cure, ce n'est pas un mode alimentaire, sinon on recrée du déséquilibre, et puis drainer les acides. Donc, à suivre, vous avez un tableau avec l'indice PRAL des aliments. Peut-être que vous ne voyez pas très bien là. J'espère que sur le PDF, ce sera clair. Comme ça, ça permet aussi de savoir en fait le taux de charge rénale des aliments.
Donc oui, j'ai parlé des protéines pour un système osseux en santé, mais toutes ne se valent pas, en tout cas au niveau d'équilibre acido-basique. Parmi les plus acidifiantes, on va retrouver les fromages et les viandes, et dans une moindre mesure, on va retrouver les céréales et les légumineuses. La viande la moins acidifiante, c'est le canard, c'est aussi celle qui est le plus concentrée en fer, c'est une viande qui peut être intéressante. Le tofu est très peu acidifiant aussi. Et parmi les aliments alcalinisants, sans surprise, on va principalement retrouver les fruits et les légumes. En tête, le raisin sec et les figues sèches, qui sont les plus alcalinisants. Les bananes mûres aussi, elles ont un bon indice PRAL et c'est un excellent fruit anti-ostéoporose. Je pense que c'est... Ah, si, quand même un petit truc à dire par rapport à ça. Donc, on va plutôt privilégier les aliments avec un indice PRAL négatif. Par contre, il y a, comme pour tout, il n'y a pas de règle qui est valable pour tous. Donc, il faut vraiment apporter des conseils en fonction du terrain. Schématiquement, pour un sanguinopléthorique, on va pouvoir lui apporter des fruits parce que lui, il arrive merveilleusement bien à neutraliser les acides par oxydation. Par contre, notre neuroarthritique, lui, il va neutraliser les acides par spoliation minérale, c'est-à-dire qu'il va venir voler le calcium, le potassium et le magnésium des tissus pour pouvoir éliminer les acides par voie urinaire. Donc, l'acide citrique, ça va donner du citrate de voilà, potassium, calcium, magnésium. Donc, attention aux cures de jus de citron sur quelqu'un qui a un terrain très acide, qui est très acidifié, et à la consommation de fruits acides aussi. Pour le drainage des acides, on dit que des images valent mieux que des mots. On va retrouver la respiration. Je vous ai mis une image du bol d'air Jacquier qui est vraiment un instrument intéressant aussi. Des aliments, les légumes verts qui sont plutôt basifiants. Une activité physique à adapter. On n'est pas obligé de courir comme le monsieur de la photo. Du sauna, hammam, selon aussi ce qu'on veut évacuer, selon les préférences aussi des personnes. Une hydratation, évidemment. Et puis, on va pouvoir venir drainer les reins avec des plantes adaptées. Et ensuite, donc, on va pouvoir restructurer. Et là, ça va aller très vite parce qu'en fait, on va retrouver les micronutriments qui vont permettre de structurer. Donc, le collagène qui est indispensable à la structure du tissu conjonctif. Et vous voyez ici tous les cofacteurs qui sont nécessaires à sa métabolisation. La vitamine C qui est aussi indispensable à la fabrication du collagène, parce qu'elle intervient, si vous vous souvenez bien, il y a 1h30, elle intervient dans l'hydroxylation de la proline et de la lysine. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu très rapidement, mais ça permet de faire le lien. C'est aussi un excellent antioxydant qui est indispensable à la santé osseuse et au maintien d'un climat oestrogénique équilibré. Donc, en plus, elle est de plus en plus rare dans l'alimentation, d'où l'intérêt de bien choisir ses aliments. Alors, on préfère toujours le local et le vrai bio. Le faux bio des grandes surfaces, ça ne marche pas forcément. Et puis, de faire attention au mode de cuisson parce que c'est une vitamine qui est très fragile, donc on la préférera même dans les aliments crus. On va avoir le sulfate de glucosamine et la chondroïtine qui fonctionnent très bien en synergie. Vous verrez les études à la fin. En fait, ce sont vraiment les éléments nutritifs du cartilage et ils sont indispensables si on est dans une démarche de restructuration du cartilage. Donc, on va en retrouver naturellement dans les cartilages de poisson. Donc, vous pouvez manger par exemple les sardines entières puisque les arêtes à ce moment-là sont ramollies, ça passe très bien. Les crevettes à la brésilienne, en fait, j'ai mis ça, mais souvent ils font des crevettes, mais avec bref, je perds mon mot encore, mais et du coup, en fait, c'est cuit d'une manière à ce qu'on peut la manger. Donc, ça nous paraît peut-être un peu étrange, mais ça se mange et ça permet de restructurer le cartilage. Puis après, évidemment, il y a tout ce qui est supplément aussi, si besoin. La silice, elle sert de soutien aux cristaux d'hydroxyapatite. Donc, elle est utile pour fixer le calcium et les minéraux et pour fabriquer le collagène. On l'utilise vraiment beaucoup dans les réparations osseuses, dans les fractures. D'ailleurs, en fait, on va l'utiliser que quand il y a déjà une perte osseuse déjà enclenchée. En prévention, vraiment purement prévention, ça ne sert pas à grand-chose. Un autre fait intéressant, c'est qu'elle est aussi un antidote de l'aluminium, puisqu'elle va diminuer son absorption et elle va augmenter son élimination. Et elle libère aussi les enzymes qui sont chélatées par l'aluminium. Donc, on va retrouver ça naturellement dans la prêle et dans l'ortie. On va avoir le soufre aussi qui est intéressant. Donc, on peut le trouver sous forme de MSM, on peut le trouver dans les jeunes pousses de brocoli, qui sont hyper intéressantes parce qu'elles apportent beaucoup de vitalité, avec de la mastication, parce que c'est là que ça va libérer des enzymes, en fait, et du coup, des composés soufrés.
Et puis la vitamine K pour calcifier au bon endroit. Il faut savoir que la consommation de bons gras augmente l'absorption de la vitamine K puisque c'est une vitamine liposoluble. Mais par contre, son effet va être annulé par les acides gras trans qui vont diminuer son absorption, mais qui vont aussi diminuer son effet métabolique. Et je crois qu'on est bon. Voilà, ça c'était pour les reminéralisants, la phytothérapie, la stabilisation, je vous en ai parlé tout à l'heure, où on va vraiment travailler sur le terrain de la personne. Donc là, je vous ai mis un petit peu les piliers avec l'activité physique, l'alimentation, gérer le surpoids aussi. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du surpoids, mais c'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment un facteur de risque supplémentaire au développement de l'arthrose et de la perte de mobilité. Et puis, on va pouvoir agir avec la phytothérapie et la micronutrition. Et ça y est. Et juste quand même, avant de passer aux questions, à la fin du PDF, donc là, je vais juste défiler très rapidement, vous voyez toutes les références scientifiques que vous pouvez retrouver si jamais vous avez envie de creuser sur le sujet ou sur certains micronutriments. Voilà, et on vous enverra le PDF, donc vous pourrez effectivement les retrouver. Merci beaucoup, Maëva.